Oui, bonjour à tous. Alors, nous venons de voir Kilo Koto, un film qui, à titre personnel, m'a bouleversé et que je pense vous a tous énormément intéressé. Alors, nous avons la chance de pouvoir discuter maintenant avec les deux réalisatrices, Valérie Malek, Sophie Bachelier, et Sophie Bachelier que nous voyons là en compagnie de Yacouba Badji, qui est le principal protagoniste, je dirais, de ce film. C'est lui que nous suivons pendant un peu plus d'une heure, de la Tunisie jusqu'en Casamance, et que dont nous pouvons voir également, nous suivons la peinture. Et je pense que pendant cet échange, nous aurons l'occasion de revenir un petit peu sur les peintures de Yankumba qui par moments, occuperont cet écran. Voilà. Mais Et je voulais. équipe là. Oui, écoutez-moi. Oui, 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 bien sûr. Et, donc, la première chose qui vient à l'esprit quand on voit ce film, c'est d'où vous est venue l'idée. Est-ce que le film commence en Tunisie? Est-ce que pour vous aussi, la rencontre, l'idée a pris naissance en Tunisie? Valérie, tu veux parler? Comme tu veux, je vais commencer comme ça et puis tu vas reprendre. Oui, oui, l'idée en fait a démarré dans le sud de la Tunisie, à Mednine plus précisément, puisque c'est d'abord le docteur Mongislim, qui est directeur régional du Croissant Rouge tunisien, qui a contacté Sophie pour l'avertir qu'il recevait dans son centre d'accueil pour migrants de plus en plus de personnes qui venaient de Libye et qui témoignaient des tortures et des sévices qu'ils subissaient dans les prisons libyennes et dans les conditions, dans les camps qui ont des conditions de vie extrêmement difficiles. Donc, Sophie et moi, nous sommes partis tout d'abord pour recueillir en fait cette parole sans idée a priori de film, simplement pour déjà voir et écouter sur place ces personnes que à l'époque on n'entendait pas et dont les témoignages étaient encore très, très peu divulgués. Voilà, je relaisse la parole à Sophie parce que je crois que sur ce sujet, elle a beaucoup de choses à dire puisqu'elle-même avait déjà travaillé dans un camp de réfugiés au sud de la Tunisie. Et voilà. Oui, alors c'est justement dans ce camp, le camp de Choucha, un film précédent que j'avais rencontré le docteur Mongislim. Mais je n'avais pas en fait évoqué dans ce film-là la route libyenne, tout simplement parce que à l'époque, la brèche, c'était en 2013, la brèche pour aller, pour passer la Méditerranée depuis les côtes libyennes s'ouvrait, mais c'est ouverte aussi à la suite de la fermeture du camp de Choucha. C'est ça qu'il faut bien comprendre, parce que tout ça tout ça est très lié en fait. Et en fermant ce camp où il y avait 700 personnes dedans et bien plus avant, puisque ce camp de Choucha, il y a eu 20 000 personnes suite au bombardement de 2011 par l'OTAN de la Libye. Il y a eu plus de 20 000 personnes qui ont atterri là, des réfugiés, des demandeurs d'asile, des gens qui avaient déjà le statut, des gens qui ne l'avaient pas encore, enfin, tout un tas de gens qui travaillaient, qui étaient des travailleurs émigrés en Libye, en fait, qui gagnaient leur vie, leurs enfants allaient à l'école. La vie n'était pas facile pour eux en Libye, mais elle était quand même organisée. C'est des gens qui avaient des maisons, qui avaient des écoles. Voilà, la vie, ça roulait jusqu'à ce que l'OTAN décide de bombarder la Libye. Et ensuite, ces gens ont tous atterri à ce camp de Choucha. Mais là, j'ai pas pu recueillir les témoignages de la route clandestine, enfin de la traversée de la Méditerranée, parce que je leur demandais pourquoi plutôt j'essaie de comprendre comment fermer un camp. Voilà, un camp dirigé par l'UNHCR et le gouvernement tunisien. Voilà en gros l'histoire. On aurait pu rencontrer à cette époque-là Yankuba, mais il est parti un peu plus tard. Le camp était déjà fermé, donc au lieu de le mettre au camp de Choucha, il a atterri à Mednine. Mais c'est vrai que le camp n'aurait pas été fermé, il aurait peut-être atterri au camp de Choucha.
Alors moi j'avais une question. C'est vrai que cette problématique de l'immigration, on voit surtout la traversée, enfin la Méditerranée, les gens qui s'échouent. On voit aussi des films qui traitent de l'arrivée sur le territoire français. Donc on a déjà eu plusieurs films dans le cadre du festival. Mais c'est la première fois qu'on voyait un film qui traitait aussi du problème du retour qui est impossible pratiquement. Et donc ça nous a beaucoup interpellés. Enfin, on a trouvé que c'était intéressant d'avoir aussi ce point de vue. Et est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu toute cette problématique du retour? Oui, je pense que c'est plus Yann Kouba qui peut. C'est vraiment intéressant. Et puis je pense qu'il a entamé un travail aussi par rapport à ça pour peut-être éviter ce retour qui paraît impossible, quoi, presque. Oui, je comprends bien votre question. Vous avez vu beaucoup de films qui parlent après l'arrivée des camarades en Europe et tout ça, et comment le dossier il est traité en Occident, que ce soit la France ou l'Italie ou l'Espagne et tout ça. Et cette fois-ci, vous avez vu un autre film qui parle par la présence des camarades sur place en Europe, mais qui décrit aussi le retour volontaire d'une migrante qui a fait 4 fois la traversée de la Méditerranée, plusieurs fois emprisonnée en Libye, et cette fois-ci, il se retrouve en Tunisie et il prend la décision de retourner chez lui. Ça, c'est une très bonne question que j'ai envie de le répondre avec l'honneur, en fait, parce que ça m'a beaucoup touché, le fait que vous m'avez posé cette question-là. Et en fait, moi, l'idée, lorsque j'étais en Tunisie, j'avais décidé avant même que Sophie et Valérie reviennent en Tunisie, j'avais décidé de continuer la route vers le Maroc et traverser le Maroc pour venir dans les îles espagnoles et tout ça. Et à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions. Ces questions, c'était la première. Monsieur, vous avez traversé 4 fois la Méditerranée dans des Zodiacs, des ballons gonflables. Et la 4e fois, vous êtes resté pendant 72 heures dans la Méditerranée, dans les eaux internationales italiennes, dans un ballon gonflable qui est censé de rester que 48 heures ou 24 heures parfois. Mais vous êtes toujours vivant. Pour moi, il n'est plus question en ce moment, depuis que je me suis posé cette question à moi-même. Il n'était plus question pour moi de rester en Tunisie ou de continuer le chemin pour traverser, aller en avant. Mais je préfère plutôt de faire une marche arrière. Cette marche arrière, il était symbolique pour moi parce que j'ai pris mes décisions propres d'aller avertir ma jeunesse qui me concerne et les problèmes qu'il y a en Afrique. Et ces problèmes-là, ce qui m'a touché de plus, je disais, voilà, les journalistes viennent partout dans le monde pour venir prendre nos témoignages, nous les Africains. Mais où sont les journalistes africains? Où sont les médias africains qui devaient être là aujourd'hui pour prendre le témoignage de leurs frères et sœurs, pour aller la diffuser en Afrique? On ne les voyait pas. Donc, il y avait sept poids sur ma tête pour moi. Il était un devoir de citoyenneté, de patriotique, de prendre sa responsabilité à main et aller informer ma jeunesse ce qui se passe en Libye. L'esclavage moderne, la traite, la prostitution de nos frères et de nos sœurs qui sont vendus comme des produits alimentaires à Libye. Le complot qui est derrière tous ces phénomènes de la Libye. Pour moi, c'était un acte
militante pour moi de retourner au pays sans savoir que aujourd'hui, je mettrai mes pieds ici en France et ici présent avec vous. Donc, pour moi, il était symbolique. C'est ça qui a fait que j'ai pris mes décisions personnelles et retourner chez moi et aller informer ma jeunesse. Eh ben, si je prolonge juste un petit peu la question, dans le film, à un moment, on te voit qui téléphone à un de tes amis qui veut, malgré tout, en sachant tout ce qui se passe en Libye, qui veut quand même retourner. Et bon, après, on n'a plus. Qu'est-ce qui s'est passé par rapport à lui là pour est-ce qu'il a pu traverser qu'est-ce qu'il est devenu en fait? En fait, on est resté en contact avec lui. Pour l'instant, il est, à ma connaissance, ça fait peut-être plus d'un mois qu'on l'a pas eu au téléphone, mais il a retenté. Il est parti en Libye malgré ce que lui disait Yanks. Il a retenté. Il s'est perdu dans le désert. Il s'est retrouvé dans le désert. Il a réussi à réintégrer la Tunisie, la peur au ventre, en se disant c'est la dernière fois. On l'a eu ensuite au téléphone en Tunisie et il a décidé de rentrer chez lui, mais il voulait gagner encore un peu d'argent en Tunisie avant de reprendre la route, puisque effectivement sa famille, comme il le dit dans la conversation téléphonique, avait vendu beaucoup de biens pour lui payer ce voyage. Donc il ne pouvait pas rentrer les mains vides, c'était pas possible. Un aspect assez dramatique du film et de la situation de tous ces jeunes, comme Yankuba, ils sont quasiment pris en tenaille entre l'Europe qui n'en veut pas, le retour impossible et la Libye qui les broie. Et il y a quelque chose là-dedans qui est absolument... c'est un piège, je pense que c'est un piège. Un véritable piège, oui. Et l'attitude de Yankuba et de ses amis qui passent à travers toutes ces épreuves et qui arrivent à garder une vitalité, une gaieté, une véritable joie de vivre, vous êtes absolument extraordinaire. Non, réellement. Il y a quelque chose de très, très touchant chez vous dans on employait un mot à la mode, cette résilience après tant d'épreuves qui force vraiment l'admiration. Et aujourd'hui, alors, Yankuba, vous êtes à Paris, là, actuellement? Oui. Oui. Là, actuellement, je suis à Paris. Coincé à Paris. Coincé à Paris. Ouais. Confiné. Cette fois-ci, c'est le contraire. J'étais de l'autre côté de la Méditerranée, je voulais avoir accès ici. Je ne pouvais pas. Et cette fois-ci, je suis en Europe, je veux aller chez moi, je ne peux pas. Et voilà ce qui prouve que cette vie-là, il est important qu'on sache que cette vie-là appartient à nous tous. Il faut qu'on se voit dans cette vie-là aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, je suis coincé en Europe et je veux aller chez moi. Mais il me faut des motifs impérieux. Vos toiles sont exposées en France? Oui, ces toiles sont exposées actuellement à Bourg-en-Bresse. Elles seront exposées à Brest, à la Passerelle, au centre d'art contemporain à la Passerelle en juin-juillet prochain. Une exposition labellisée Africa 2020, enfin plutôt 2021 maintenant. Et il y a plusieurs expositions en prévision. Oui, d'ailleurs, on devait normalement exposer ces toiles dans le cadre du festival. Oui, aussi, on devait exposer avec vous et malheureusement, voilà, tout a été annulé. J'espère que ça pourra se faire une prochaine fois. Une prochaine fois. Alors, j'ai eu l'occasion, oui. Excusez-moi, j'ai eu l'occasion dernièrement de participer avec Sophie et Yankuba aussi à une intervention dans un collège parisien. C'était extrêmement émouvant de voir Yankuba avec 2 toiles et expliquer aux jeunes élèves son histoire. Les jeunes se sentaient très concernés, sans doute parce que
Mais finalement, l'immigration, c'est quand même un sujet qui n'est pas que d'actualité. Ces jeunes ont sans doute des parents qui ont été immigrés ou des grands-parents. Bref, c'est un sujet qui touche tout le monde. Et, et, et voilà, et c'était une très belle performance, je trouve, de la part de Yankuba, de pouvoir encore témoigner avec autant de ferveur, autant d'émotion de son histoire, et aussi d'essayer de faire passer ce message, mais en tant qu'artiste, pas forcément en tant que protagoniste du film, simplement parce qu'aujourd'hui aussi, il existe en tant qu'artiste, et ça, c'est une chose qui est superbe, et qui est aussi une grande force qui cultive tous les jours. Alors, et j'ai envie de rajouter en tant qu'artiste, et aussi en tant que porteur d'un projet qui s'appelle Tilokoto Diamoral, c'est-à-dire Sous le soleil pour Tilokoto et La paix pour Diamoral en Diola, et que Yankuba a initié à Goudomp, donc dans sa ville, qu'il a commencé à construire. Il y a les murs, il y a le toit, et c'est un vrai projet pour les jeunes de sa région, de Casamance, pour qu'ils, non seulement qu'ils viennent s'informer sur les routes clandestines. Il ne s'agit pas de leur dire de pas partir, mais simplement de leur dire, vous voulez partir, ben voilà ce que vous allez rencontrer, c'est à vous de prendre la décision, mais en connaissance de cause, et aussi de leur apporter des alternatives à ces voyages clandestins, c'est-à-dire des formations métiers. Yankuba est frigoriste de métier. Il veut fonder un atelier là-bas, former des jeunes. On a un ami qui est de la région du nord, de Matam, ou de Canel, Mohamed Douf, qui est chef cuisinier. Il va venir apprendre aux jeunes, leur montrer ce que c'est que le métier de cuisinier. Voilà, il y a plein de bonne volonté, que ce soit sur le continent européen, sur le continent africain, qui vont venir partager leur savoir et leur connaissance. Et il y a une chose qui est étonnante aussi à travers ce film, c'est de voir tous ces jeunes mettre toute cette énergie et cet argent aussi, parce que le passage coûte terriblement cher. Et on se dit, mais toute cette énergie et tout cet argent pourrait être utilisé en Afrique. Qu'est-ce qui se passe pour que quelqu'un comme Yankuba préfère, entre guillemets, soit amené à fuir l'Afrique plutôt que d'y vivre? Pourquoi tant d'Africains fuient l'Afrique, alors que quelquefois on a des visions quelquefois de pays en guerre totale. Effectivement, dans ce cas-là, ce sont des réfugiés, mais la situation de Yankuba, pour nous, on ne doit pas s'empêcher de se poser la question, pourquoi fuir l'Afrique? Alors, moi, je dirais, enfin, une seconde après, je lui laisse la parole, mais déjà, l'Afrique, c'est grand. Donc, pourquoi fuir le Sénégal ou la Gambie, là où il habitait? Mais c'était... ça, il va l'expliquer. Je pense que c'est une question très, très intéressante. Ce n'est pas la faute de la jeunesse africaine. Aujourd'hui, si la jeunesse africaine quitte son territoire, c'est parce qu'on nous impose des présidents dictateurs en Afrique. Si cette jeunesse est privée de tout ça, cette jeunesse qui n'a pas de sécurité sociale, cette jeunesse qui part à l'hôpital, que l'hôpital est devenu des abattoirs, on a même peur d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que vous attendez de cette jeunesse-là? Ce problème d'immigration, c'est un problème qui est là. Et ce problème, on sait très bien que, et on est sûr et certain aujourd'hui, nous ne fuyons pas. On ne fuit pas. Mais il y a quelques facteurs qui nous font fuir. On veut être dans la paix. On veut être dans la calme. On veut être dans la transparence. On veut que notre vie soit sécurisée. Tout ça, c'est difficile. Tout ça, c'est dur. Mais la jeunesse ne fuit pas.
La jeunesse, il est à la recherche. Il est à la recherche de paix. Il est à la recherche du changement. Tout ce mouvement-là, c'est vrai qu'il y a des refusés politiques, il y a des refusés de guerre, mais aussi il y a des refusés d'économie. Et des refusés d'économie, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent de travailler, avoir un travail régulier, avoir un petit salaire. Mais tout est désordonné en Afrique. Il n'y a rien qui est dans l'ordre. Tout est désordonné dans l'Afrique de l'Ouest. Et voilà la cause. Je suis désolé de prendre si longtemps de temps. Non, 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 mais c'est très intéressant. Et de toute façon, le film évoque bien la complexité de la situation, puisque souvent, je ne sais plus si c'est vous, Yankuba, ou un de vos amis qui parle des bandits d'Afrique, de tous ces policiers qui contribuent aux petits rackets quotidiens, à faire que la vie quotidienne ne soit pas ce qu'elle devrait être. Il n'y a pas la tranquillité que nous, on connaît ici, même si on se plaint beaucoup, ça n'a rien à voir. Et donc oui, mais tout ça, le film, sans l'aborder en profondeur peut-être, parce qu'on n'a pas le temps, mais il le laisse bien comprendre. Mais je crois de toute façon, on a largement dépassé le temps de notre entretien. C'était très intéressant. Si, j'ai quand même une question justement pour terminer sur quelque chose de plus, de moins difficile, de moins lourd. C'est comment on peut, dans un contexte aussi dur que ce que Yankuba vient de décrire, comment naît la vocation d'artiste? Parce qu'en fait, aujourd'hui, Yankuba, c'est un artiste, peintre. Et comment est née cette vocation dans ce contexte si particulier? Bon, cette carrière d'artistique, c'est une carrière qui a daté de longtemps. Parce que lorsque j'étais élève à Ziguinchor, il y avait un grand peintre qui s'appelait Nili le Fou. Il était un peu malade. Et cet grand frère, tout le monde le fouillait en fait. Et chaque fois, je partais chez lui. Et je parlais avec lui, j'échangeais avec lui. On est devenus des amis, des bons amis. C'était la première personne qui m'a passé le pinceau. Avec ses maigres moyens qu'il avait, non seulement. C'est là où j'ai commencé à faire des figuratifs parce qu'il ne faisait que des figuratifs. Après, j'ai eu des problèmes avec ma grand-mère qui me disait « Tu n'as pas le droit de représenter des âmes ». Et après, j'ai abandonné. Je suis parti à Libye après, avec tout ce que j'ai vécu dans mon chemin, mon parcours depuis le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, jusqu'à Libye, jusqu'en Tunisie. C'est là où tout a explosé. Bon, je me suis dit à un moment donné, moi je ne suis pas musicien, je ne peux pas chanter, mais cet réflexe de faire des croquis, il est toujours là. Et pour moi, la seule façon aussi de partager mon parcours, mon périple à Libye, c'est aussi une autre forme de pouvoir partager ça avec le monde entier. Et c'est peut-être ça c'est mes pinceaux. Et comme nous, on n'a pas la force pour se battre, notre force, c'est notre espace, notre toile. Et notre balle, c'est nos balles, c'est nos couleurs, nos différentes couleurs. Et notre balle, c'est des différentes couleurs. Et les pinceaux, c'est l'un de nos armes le plus dur. Bon, nous, on se dit, bon, comme on n'a pas toute cette force-là de montrer notre colère, on ne va pas montrer notre colère en criant sur l'oreille des gens pour qu'ils t'entendent ou tout ça.
mais on a juste envie de changer euh, euh, notre ressenti, ce qui vient au fond de nous. Voilà. C'est ça qu'on voulait partager avec des gens. C'est là où tout est né. Ça sera peut-être une bonne façon justement de pouvoir dépasser un peu toutes ces problématiques. Comme disait Jacques, on arrive au bout, là, donc on va terminer cet entretien. On voulait déjà vous remercier d'avoir Merci à vous. participé. Merci. On est très content d'avoir pu échanger avec Yann Kouba aussi, puisque ça permet d'avoir un propos très, très libre en fait, hein, qui complète un petit peu ce que peut apporter le film. Et puis, ce qu'on pourrait dire, c'est continuer à nous faire découvrir un peu, parce que on a des informations qui sont multiples, mais qui sont en fait qui vont toutes un peu dans le même sens. Donc, c'est intéressant d'avoir des regards un peu décalés, on va dire, et différents, et qui apportent beaucoup à la compréhension de la complexité du monde. Donc, un grand merci à tous les trois. Jacques, tu voulais Non, j'ai rien à ajouter à ce que tu disais. Merci. Merci. Merci aussi à vous. Merci Merci. au festival aussi. Merci. Oui, merci au festival. Merci. Parce que c'est aussi grâce à des festivals qu'on peut partager ensemble et c'est quand même, je crois, le grand objectif du cinéma. Oui. Merci encore une fois. Et bonne chance pour la suite. Et j'espère qu'un jour, on pourra accueillir l'exposition en vrai, hein, pas